Institut Curie et je vais vous parler des soins de support dans le cancer de l'ovaire. Je partage juste, je veux bien avoir confirmation qu'on voit bien. Très bien. Parfait. Alors, vous m'entendez bien? Oui, OK, nickel. Eh bien, écoutez, je vais y aller. Donc oui, je suis médecin de soins de support à l'Institut Curie à Paris. On va parler bien sûr du cancer de l'ovaire, on va parler aussi des soins de support, ce qu'ils sont, comment ils ont évolué, quelle place ils ont dans, le cancer, de l'ovaire. Mais je voudrais commencer par, vous rappeler finalement, un peu l'évolution et le point de départ, et leur implication maintenant en clinique de quotidienne. Il y a une trentaine d'années, l'oncologue gérait à peu près tout finalement avec le diagnostic, avec le traitement, mais aussi toutes les complications. Était très autonome et pouvait, voilà, se débrouiller tant bien que mal avec, ce qui se passait pour le patient, avec l'accompagnement pendant et puis, voilà, après les traitements, mais aussi, en cas d'événements intercurrents. Puis, au vu de la complexité, de la pathologie, au vu quand même déjà de l'augmentation de l'espérance de vie, il a été nécessaire, pardon, d'externaliser, de solliciter des spécialistes, mais peut-être en dehors du centre de suivi pour les différents problèmes qu'on pouvait avoir. Alors sur le papier, ça semble intéressant d'avoir, l'avis spécialisé, mais malheureusement, ça pouvait occasionner des problèmes, notamment, de compatibilité, d'ordonnances, de suivi et de cohérence de la prise en charge, puisque aucun de ces spécialistes ne s'appelait entre eux pour savoir ce qui avait été décidé. Ils géraient le problème, qui arrivait. Et le modèle actuel, est un modèle dit intégratif où, finalement, l'ensemble, ou quasiment tous les éléments peuvent être gérés sur place par une équipe dédié avec les compétences, multiples, avec, la notion d'interdisciplinarité, de multidisciplinarité, on la retrouve, hein, je l'ai entendu dans la, présentation, précédente. Eh bien, c'est la même chose pour la gestion, des patients, la gestion, finalement des symptômes et des événements, intercurrents et nos collègues de Curie nous sollicitent, tous les jours. Alors bien sûr, pas que pour le cancer de l'ovaire, mais pour des problèmes extrêmement variés comme, la douleur, le soutien psychologique, l'aspect, social. Et on est tous à même de pouvoir gérer au moins une partie ou en tout cas d'avoir un collègue dans le centre qui, a les compétences spécifiques pour répondre, aux problèmes. Alors tout ne s'est pas fait en un jour puisqu'il faut quand même des preuves pour passer du modèle conceptuel qu'on va le voir à la réalité. Et c'est arrivé en 2010 avec cette étude, qui nous paraît nous finalement dans le domaine, l'étude phare, où, Jennifer Tommel, a évalué finalement la prise en charge des patients, bien sûr. Alors, avec le modèle standard où l'oncologue finalement, gérait, je dirais, l'essentiel avec, le traitement seul, mais aussi dans un deuxième bras, l'ajout d'une équipe, encore une fois de soins palliatifs. Cette fois, ça a été par ce biais-là que sont arrivés, les soins de support, on le verra après. Ou, donc, 2 bras, pour limiter un maximum les biais avec, un certain nombre de patients suffisant pour que ça soit une étude fiable et on évaluait la qualité de vie et la survie. Et en fait, ce qui est assez, simple et pragmatique, c'est que, bah, prendre soin du patient en plus de prendre soin de la maladie, bah, ça fait mieux que de prendre juste en charge, si je puis dire, la maladie. C'est-à-dire que, finalement, quand on s'intéresse aux symptômes et à l'impact sur, bah, peut-être toutes les dimensions de la vie, du patient, on fait mieux que juste de s'intéresser à la maladie, seule. Donc ça paraît évident, maintenant, mais il fallait quand même des preuves pour, voilà, faire changer effectivement, les dogmes et améliorer, l'ensemble de la prise en charge. Alors, ça, c'est des données, bon, sur la partie palliative, bien sûr, mais d'autres données sont arrivées sur, des prises en charge beaucoup plus précoces. Ça a été vrai dans le cancer de l'ovaire, c'est vrai dans le cancer, de l'œsophage, mais on admet, de manière, certaine actuellement que plus tôt on prend en charge les patients sur leurs symptômes, sur, l'impact sur les différentes dimensions de la vie, meilleure est la qualité de vie et meilleure est la survie. Mais on fait pas ça seul. Ça a été bien montré aussi. Il est indispensable de travailler en équipe et de faire ça correctement avec un temps dédié et une évaluation, encore une fois, pluriprofessionnelle qui confronte des points de vue pour offrir une vraie prise en charge, je dirais, individualisée, qui va avoir des bénéfices, sur la survie, sur la qualité de vie, sur un ensemble des dimensions, de prise en charge du patient. Et là, la littérature, abonde et continue d'abonder, en ce sens. Alors encore une fois, ça paraît évident, mais c'est toujours important quand même de passer de la théorie avec, finalement la mise en test, hein, de cette, théorie par,
le biais d'études scientifiques pour arriver dans une mise en pratique. Et c'est effectivement ce qui s'est passé puisque en 2016, l'INCa, donc l'Institut national du cancer, a affirmé l'existence des soins de support sous forme de ce qu'on appelle d'un panier de soins de support, avec un socle de 4 soins de support qui constituent finalement la base de la prise en charge. Alors, c'est surtout ceux qui ont un niveau de preuve le plus élevé et ceux sur lesquels on a pu adapter déjà les organisations finalement dans les hôpitaux, dans les cliniques, dans la prise en charge du patient de façon générale pour répondre à cette problématique, donc qui tourne autour de la douleur, autour de la diététique, de la nutrition, bien sûr l'aspect psychologique et enfin le domaine socio-professionnel. Il y a 5 autres soins de support complémentaires qui existent, qui ont bien été, isolés et identifiés, qui ne sont pas moins importants, mais qui ont peut-être pas encore, à l'heure actuelle, un niveau de preuve suffisant pour le mettre vraiment dans le socle, au point de changer finalement les pratiques et d'inclure systématiquement, l'activité physique, d'inclure, systématiquement la prise en charge des proches. Alors encore une fois, hein, ça ne veut pas dire que c'est moins important, ça veut juste dire que, eh bien, on a peut-être encore besoin de preuves, en tout cas dans leur, intégration dans le quotidien des organismes de santé pour que ça puisse être efficient. Et moi, je pense par exemple que l'activité physique arrivera dans les 5 à peut-être 10 prochaines années à se placer dans le socle de base au vu des bénéfices qu'on arrive à montrer par une activité physique donc mise en place de manière précoce, adaptée, personnalisée. Le mot vraiment, c'est adapté aux capacités, du patient, et c'est peut-être, ce 5e socle qui arrivera dans les années à venir. Donc voilà, on passe finalement d'un concept, avec des preuves à la pratique. Pratique qui ça, correspond aux instances, mais qui se vérifie aussi dans les centres de prise en charge puisque, eh bien, en intégrant le virage ambulatoire, on arrive à mettre, en application cette multidisciplinarité avec ce qu'on appelle l'hôpital de jour ou l'hospitalisation, de jour, où finalement le patient ne dort pas à l'hôpital, mais reste, un certain temps et surtout voir plusieurs professionnels autour d'une ou de 2 en général, pas forcément plus, mais, problématiques parce que s'il y en a plus, bah, ça nécessite peut-être de faire revenir le patient pour encore une fois, dédier un temps, adapté à chacune, des problématiques soulevées. Mais on voit que c'est très vaste, hein, et c'est un espace, d'échange comme un espace de prise en charge, diagnostic, thérapeutique, on le voit avec les diététiciennes qui peuvent venir, mais l'assistante sociale également, les psychologues peuvent, également le faire. Maintenant, c'est aussi, un espace où il peut y avoir cette discussion, de fin de vie comme on a pu, en parler, précédemment. C'est aussi une aide à la réflexion autour de la décision thérapeutique où l'oncologue est bien sûr le bienvenu et où en intégrant tous les aspects, touchés peut-être de tous les aspects de la vie du patient, on arrive à trouver, quelque chose, qui correspond, aux souhaits du malade, à la réalité clinique et à une réponse aussi aux symptômes, décrits et aux questions, posées. Donc c'est vraiment un espace de parole, un espace, d'échange, que l'on fait quotidiennement, nous, dans le service de soins de support. C'est une durée, 1 heure et demie, 2 heures, parfois peut-être un petit peu plus, justement pour que chaque intervenant ait le temps d'évaluer sa pratique, de poser un diagnostic et in fine, un médecin intègre l'ensemble, des éléments, évalués et propose un plan personnalisé de soins de support. C'est comme ça qu'on appelle, cette démarche, encore une fois multidisciplinaire. C'est un peu le maître mot des dernières années, mais c'est finalement assez réel et surtout c'est très bénéfique, pour le patient. Donc ça, c'est un peu la façon dont on évalue, les patients et voyons maintenant quelque part peut-être quelque chose de plus concret dans, le cancer de l'ovaire où on va voir là, avant l'opération, comment, finalement l'évaluation nutritionnelle va déterminer l'ordre de priorité entre, bah, agir tout de suite ou alors d'abord essayer de renutrir pour préparer le corps à subir quelque part l'opération qui reste une agression, une opération assez lourde quand même, mais il faut pouvoir la supporter et il faut pouvoir, avancer, dans la meilleure des façons. Alors, on fait pour ça une évaluation, bah, par la collègue diététicienne, par le médecin aussi, du grade nutritionnel. Il y a plusieurs situations possibles. On voit là, finalement 4 situations qui sont, en tout cas dans ces recommandations générales. C'est-à-dire qu'il y a des différents types de chirurgie avec une comorbidité plus ou moins élevée et c'est ça qui va déterminer la prise en charge. Faut savoir que la chirurgie, oncologique du cancer de l'ovaire, elle est considérée comme une chirurgie à risque élevé de comorbidité, donc on n'est pas dans cette situation numéro un.
ni dans la situation numéro 3. On se trouve plutôt dans la situation numéro 2 ou numéro 4, où on est à chaque fois dans une situation à risque de comorbidité élevé. Et après, c'est le statut nutritionnel qui, on va le voir juste après, va déterminer la prise en charge. C'est-à-dire, l'état entre guillemets, physiologique, d'adéquation ou justement d'inadéquation entre, les besoins du patient qu'il arrive à subvenir par en s'alimentant spontanément ou au contraire une perte de poids, peut-être un poids faible déjà présent ou une perte de poids qui se serait installée, qui va constituer, le diagnostic de dénutrition et qui va déterminer, on va le voir, l'ordre et je dirais l'intensité avec lequel on va préparer le corps avec une prise en charge nutritionnelle, potentiellement avec de la nutrition artificielle. Donc, une situation où le patient n'est pas dénutri avant sa chirurgie, finalement pas eu de perte de poids, l'albumine reste dans les valeurs, normales, eh bien, le but, ça va être de maintenir le poids, que le patient a et son niveau d'activité. Encore une fois, là, l'activité physique adaptée prend toute sa place puisque c'est par ce biais-là qu'on arrive à maintenir la quantité et la qualité des muscles et si le poids reste stable, on va, finalement, au décours de l'opération, se dire: «Bah, OK, le patient est assez, solide pour supporter l'opération, on l'a fait sans avoir à réalimenter avant, hein, donc c'est ces 2 flèches-là et on va assez vite, reprendre une alimentation orale après l'opération, sans mettre de nutrition artificielle parce qu'on considère que le patient a assez de ressources, si vous voulez. Maintenant, si malheureusement au décours, le patient mange quand même, moins bien, certes il avait de la réserve, mais on va mettre la nutrition artificielle que après la chirurgie. Parce que c'est encore une fois, le patient a assez de réserve, mais il va assez vite la perdre s'il mange pas assez après la chirurgie. Par contre, si effectivement il n'était pas dénutri et qu'on voit que, bah, dans l'intervalle entre le moment où on évalue le patient et le moment où il va l'avoir la chirurgie, on voit qu'il perd du poids, assez vite, on essaie de combler cette perte de poids par des conseils nutritionnels d'enrichissement, faire en sorte qu'il ait assez de calories, d'une part et ou des compléments nutritionnels oraux, des boissons ou des yaourts ou des soupes à boire enrichis, pour encore, une fois aider le corps à garder ses constituants, ne pas perdre du poids, pour, supporter la chirurgie et assez rapidement on met la nutrition artificielle. Donc on voit que même si le patient, n'a pas de problème au départ, mais qu'il commence à l'acquérir avant, la chirurgie sur le plan nutritionnel, on va agir très vite après la chirurgie, pour combler le manque, et vite réparer si vous voulez ou amener ce qu'il faut au corps pour qu'il, puisse se réparer, reprendre l'alimentation et reprendre, une vie, normale le plus rapidement possible. Maintenant, si malheureusement la situation est déjà dégradée avant, il y a déjà une dénutrition, il y a déjà une perte de poids qui s'est installée, eh bien, on va être tout de suite, dans, l'action, si je puis dire, avec une nutrition artificielle avant la chirurgie, pour aider le corps, d'emblée à se mettre dans une situation, ce qu'on appelle d'anabolie, c'est-à-dire de création, de réparation, déjà des tissus qui peuvent être, lésés ou en train de se désassimiler, comme les muscles, pour supporter au mieux la chirurgie et une fois la chirurgie terminée, bah, on continue avec la nutrition artificielle qui avait été mise en place en amont de la chirurgie. Donc vous voyez que l'évaluation préopératoire sur le plan nutritionnel, donc un soin de support, un des piliers des soins de support, va déterminer ce qu'on va faire après. Et c'est ça qui est intéressant, c'est cette idée d'anticiper, de pouvoir agir, assez vite, précocement en tenant compte de ce qu'on sait, de ce qui va se passer après, de ce qu'il faut entre guillemets pour que ça se passe au mieux, pour essayer d'amener au corps ce dont il a besoin pour, et se réparer avant la chirurgie, voire faciliter entre guillemets «la réparation» après, la chirurgie. Donc ça, c'est un exemple de l'intégration des soins de support, très précoce comme on l'a dit, dans le cancer de l'ovaire. Ensuite, je voulais vous parler d'un autre exemple qui va faire écho à la présentation que vous avez eue, juste avant, sur l'atteinte péritonéale qu'on appelle, la carcinose péritonéale. Parfois, la maladie, effectivement, elle ne peut pas être enlevée complètement ou elle peut revenir, dans cette zone, qui est, bah, comme ça a été décrit, une forme, un peu d'un drap comme ça qui tapisse les viscères, au niveau du ventre, qui, est assez diffus. Le chirurgien ne peut pas tout enlever ou la maladie, bah, elle quand même voilà, revient, sous forme de nodules dans cette zone. Cela peut occasionner des troubles digestifs qui vont commencer par, une perte, d'appétit, une diminution des ingestats, c'est-à-dire la quantité de calories que les patients, ingèrent et autre satiété précoce. Et bien là, on voit aussi toute la dimension nutritionnelle, qui est impactée, bien évidemment, mais aussi tout le côté douleur abdominale qui va perturber, bah, la vie de tous les jours, bien évidemment, qui est un deuxième pilier évidemment des soins de support et qu'on va
tout de suite prendre en charge en parallèle. Donc on voit les conseils diététiques, essayer d'adapter l'alimentation pour que, bah, ça puisse se digérer, s'absorber au mieux et puis bien sûr tous les traitements antidouleurs, antinauséeux, les traitements spasmodiques ou autres antalgiques, médicaments contre la douleur, qui sont nécessaires pour soulager les patients au plus vite. Malheureusement, si la situation, bah, n'évolue pas bien, il y a un risque d'occlusion. L'occlusion, c'est le tube digestif qui, est impacté, presque bouché, alors pas de l'intérieur, mais plutôt de l'extérieur, comme si on appuyait un peu sur un tuyau d'arrosage. C'est très mécanique, mais c'est très réel. Et le but va être de soulager au plus vite, dans ces cas-là, l'occlusion qui s'est installée pour, libérer le tube digestif avec notamment les corticoïdes qui sont le pilier de la prise en charge. Donc là, on est sur, un aspect un peu, mécanique, mais qui va, bah, être traiter à la fois les douleurs et permettre de reprendre un transit, pour que les patients puissent reprendre une alimentation normale, qu'on peut parfois aider, alors transitoirement avec une alimentation par les veines, mais on espère surtout que assez vite le transit puisse se refaire pour reprendre une alimentation dite entérale, qu'elle soit spontanée par voie orale ou si c'est possible, bah, peut-être avec des compléments ou parfois la nutrition, entérale, donc par une sonde, mais si voilà, si c'est possible. Et puis, bah, tous les autres symptômes, les antinauséeux, les antalgiques, soulager au plus vite le patient et puis, bah, au début, on essaie de mettre ça en place, à la maison, peut-être en 1 ou 2 jours. S'il faut, on hospitalise, et puis, bah, si la situation s'améliore, bien évidemment, le patient retourne, à domicile, reprend quelque part le cours de sa vie, heu, jusqu'à peut-être, un autre épisode parce que souvent on appelle ça une carcinose occlusive intermittente. On essaie de traiter aussi, peut-être localement un nodule qu'on aurait pu repérer, bah, comme sur les imageries précédemment, décrites, l'imagerie, qui nous aide parfois aussi à, traiter chirurgicalement, hein, vous voyez? Donc c'est vraiment multidisciplinaire pour connaître aussi, bah, l'évolution de la maladie, le souhait du malade. Est-ce qu'il est en état de supporter aussi, une chirurgie ou peut-être, des rayons? Donc, tout un aspect finalement, d'une évaluation multidimensionnelle, multiprofessionnelle, permettant d'amener, voilà, un traitement de support qui peut aller jusqu'à la chirurgie pour retrouver, un tube digestif, fonctionnel. Donc, voilà, ça peut se poursuivre, avec d'autres, «médicaments» entre guillemets qui vont essayer de protéger, si je puis dire, le tube digestif pour éviter la récidive avec des antisécrétoires qui vont se faire et puis un retour à la normale, si possible, à domicile. Maintenant, si on revient sur les soins de support, leur objectif reste, bien sûr, global. C'est-à-dire qu'on essaie d'étudier tout, toutes les dimensions de la vie qui peuvent être impactées, chez le patient. On a vu là l'aspect nutritionnel, l'aspect douleur, bien sûr, mais il y a aussi tout l'accompagnement psychologique, bien évidemment, qui est extrêmement présent. C'est jamais facile déjà du diagnostic de cancer jusqu'à ces événements intercurrents avec toute la notion d'incertitude. Donc, qu'est-ce qui va m'arriver demain? Qu'est-ce qui va m'arriver dans les semaines à venir? Est-ce que le traitement va fonctionner? C'est des questions tout à fait légitimes et nos collègues psychologues sont particulièrement formés, à tous ces éléments. On essaye d'agir, précocement, on essaye d'agir en ambulatoire, c'est-à-dire de peut-être amener rester en tout cas, garder le patient dans son univers de vie. On sait que c'est là où il est le mieux, auprès de ses proches. C'est là où on s'en rend pas compte, mais c'est c'est là où le patient mange le mieux. Donc c'est aussi très important sur le plan, nutritionnel. On essaye aussi de maintenir, bien sûr, la qualité de la prise en charge, en ambulatoire, c'est-à-dire dans l'univers de vie du patient, mais chez lui concrètement avec, peut-être l'hospitalisation à domicile, des traitements qui peuvent se faire, à la maison. Parfois, il faut aussi, hospitaliser. Il y a donc un lien, très fort avec, les réseaux de soins qui, eux, nous alertent sur ce qui se passe à la maison, si c'est gérable encore. Et puis tous les professionnels de ville, bien évidemment, les infirmiers libéraux aussi ou les médecins traitants qui, sont des relais très précieux pour, pouvoir, comme ça améliorer la qualité de vie. C'est peut-être notre, leitmotiv principal, la qualité de vie, des patients, dans, l'univers, de vie. Maintenant, vous avez vu, c'est quelque part une spécialité, si on peut dire, peut-être pas encore, mais c'est un domaine, en tout cas, de la médecine assez récent, qui est en pleine ébullition, qui est évolutif. On a vu 4 soins de support comme étant des piliers, de la prise en charge, mais encore une fois, c'est amené à évoluer. Après, les dimensions ne sont pas impactées de la même façon selon, les cancers. Il y a, un pan de la recherche qui se développe, énormément et bien sûr tout l'échange qu'on a, toute l'humanité qu'on peut mettre est extrêmement, précieuse et utile, pour nos patients, qui, voilà, sont au cœur de la prise en charge.
Si je résume, finalement, les objectifs, ils sont corrélés à des données, qui, comme vous le voyez, sont quand même très récentes, 2020-2025. C'est des données qui abondent, avec, très récemment une étude très bénéfique sur, l'activité physique adaptée. Mais, on voit tous les aspects évoqués jusque-là, avec aussi la dimension de réhabilitation après la chirurgie que j'ai, évoquée, qui, nécessite de modifier aussi les organisations de soins. Et ça, c'est des challenges qu'on a, nous, au quotidien, où peut-être qu'il y a 5 ans, des patientes qui ont été prises en charge n'auront pas exactement la même prise en charge que celles prises en charge maintenant, justement parce que les circuits ont évolué. On parle beaucoup de parcours et c'est toute cette dimension qui prend une place de plus en plus importante, dans la prise en charge, dans la coordination des soins. Voilà ce que je voulais vous dire autour des soins de support dans le cancer, de l'ovaire, qui, voilà, je pense est vraiment un pilier dans la prise en charge. Je sais pas s'il y a des questions, des remarques? Vous vouliez peut-être que je laisse, la dernière diapositive? Faut pas forcément, enfin, en tout cas, moi, Mais mon parcours, je alors, l'ai juste, ouais. en fait, ils m'ont pas entendu. Merci Timothée. Euh, Comme Ouais. question, alors on a une question ou plutôt une remarque dans la salle. Ouais. Oui, Sur l'information par rapport aux soins de support, qui la donne, à Eh oui. quel moment? Eh Ouais, l'infirmière, c'est D'accord. parce que alors, il y a encore énormément de travail à faire. beh, voilà, Voilà. je suis entièrement d'accord avec vous et c'était un Voilà, de nos parce gros que, chantiers dans le service. à part avoir eu Les une choses vont plaquette, bouger. ouais. Comment? Je Oui. dis, à part avoir eu une plaquette au moment de mon hospitalisation pour l'intervention, à aucun moment ça n'a été évoqué ni par l'oncologue ni par la chirurgienne. Voilà. Donc on est un peu, quand on arrive dans ce parcours, bon, déjà il y a effectivement le choc psychologique et puis surtout après on a l'impression, enfin, que enfin, tout ce qui peut nous être amené autour, on n'est pas informé. Quand on demande, parce qu'après on découvre qu'il y a des choses, c'est toujours compliqué, donc il faut toujours attendre. Moi, j'ai attendu 1 an avant d'aller voir une psychologue. Enfin bon, voilà, l'auriculothérapeute, même chose. Et puis, je trouve qu'il y a aussi d'autres soins. Alors moi, en ce moment, effectivement, je suis à ma deuxième cure thermale, spécialisée en gynécologie à Saint-Sauveur et je trouve qu'ils font un travail formidable. Il y a aussi plein de soins de support qui ne sont pas mis en valeur. Voilà. Effectivement, vous avez tout à fait raison. Il y a un très gros travail, de diffusion de l'information et d'accès à ces soins de support sur lequel, c'est notre chantier de fin 2025-2026 où on réfléchit à ce qu'il y ait, comment dire? Un dépistage systématique des besoins de soins de support pour tous les patients de l'Institut Curie au travers, d'un questionnaire avec une intégration aussi dans les outils. On sait que vraiment c'est là, je pense, le bât blesse parce que, on peut faire mieux clairement, surtout que tous les professionnels sont motivés. Je veux dire après, une organisation des soins qui doit se transformer et qui est en cours, et c'est exactement ce que je disais à la fin, c'est-à-dire que, voilà, peut-être qu'il y a 2 ans, la prise en charge était celle qu'elle était et que dans 1 an, le temps qu'on mette tout en place, eh ben, il y aura un recours plus précoce, plus adapté, plus personnalisé à ces soins de support. Il existe des conférences, par exemple, pas comme aujourd'hui, finalement, autour de l'information. Il existe aussi peut-être des flyers, même si c'est pas l'idéal, je pense, dans le version informative. Je pense qu'il faut être systématique. À mon avis, c'est le patient lui-même qui doit pouvoir, heu, par le biais d'un dépistage, encore une fois, systématique, par le biais peut-être de Marie Curie, par exemple, pouvoir permettre de dire: «OK, là j'ai ça, là je souffre de ça», et aussi se faire connaître auprès des professionnels. Ne serait-ce que, nos collègues, chirurgiens, oncologues, radiothérapeutes ou autres puissent dire: «Bah, OK, si vous avez des patients qui souffrent de ça, on a mis ça en place, vous pouvez les adresser par ce biais-là». Quelque chose de très simple pour, rendre les soins accessibles, quoi. Oui. Heu, oui, alors un des points et je l'ai appris là pendant la pause déjeuner parce qu'on en a beaucoup parlé avec l'Institut des cancers des femmes depuis sa création depuis 1 an. Avec Imagine, on réclamait, des infirmières de coordination parce que c'est ça qui est essentiel et Oui, on le sait, il y a quelques villes, hein, je ne vais pas dire qu'il y en a plein, mais il y a quelques villes, quelques centres en France qui ont des infirmières de coordination dédiées à l'ovaire parce que ça ouais, reste une maladie spécifique et on m'a annoncé que ça y est, à Curie, il y avait une infirmière de coordination qui était arrivée, juste là et donc on espère vraiment que ça va se déployer, que justement, oui. ça va faire le lien avec vous
et que une fois que les traitements, enfin, il y aura un accompagnement de ce que peut être dit par l'oncologue, le chirurgien, l'infirmière de coordination qui peut faire le lien avec les soins de support. Ça marche bien hein, dans les centres où c'est déjà Ouais, mis en place. Pour nous, c'est ce lien humain qui est essentiel dans cette tout à fait. maladie compliquée. Oui, non, non, non. Il n'y a pas que Il y a pas que à Curie, c'est ça. Non, Mm. en fait, on a même du retard, hein. Donc à Curie, Saint-Cloud, il y avait déjà depuis un petit moment. Oui, Curie tout à Paris, fait. là, depuis quelques jours, mais c'est tout récent. Et, euh, et en fait, effectivement, le problème, c'est que l'infirmière de coordination, derrière, il y a la question du remboursement de la prise en charge. Exactement. Et ben, c'est ça, en vrai, le problème. Enfin, les deux problèmes. D'une part, c'est la prise en charge financière et d'avoir suffisamment de place dans ces soins de support derrière pour absorber tous ces patients Tout qui à fait. traversent le cancer, hein. C'est plus de 400 000 personnes par an, le cancer. Donc, Mm. si on demande du jour au lendemain aller en soins de support à tout le monde, il faut trouver un demi-million de places Oui. par an. Oui, oui, Et, et puis pouvoir financer les professionnels et qui ouais. voient les patients, le suivi. Et Donc, quel c'est professionnel? l'organisation des soins, voilà, exactement. Le bon professionnel, je dirais, au bon moment, l'information au bon moment aussi. C'est une réflexion. Alors, peut-être qu'on a du retard, mais je pense qu'on est en train de le combler. Il y a une réflexion institutionnelle, un énorme travail en cours sur les parcours qui se Au fait, niveau bien national, sûr. là, au niveau Et national, aussi au niveau complètement, les national, ouais, bien parcours. sûr. Et Le, puis au le, niveau institutionnel de Curie, je dirais ça, c'est... Alors, en fait, il n'y a pas que des gens de Curie connectés. Ça, je te dis ça, Timothée. Ça, je te dis Ah, ça, pardon, ok, excusez-moi, c'est ok. pour ça. Ça a été ouvert à toute la France. Oui. C'est pour ça. Ah, ok, bah, très bien, Euh, parfait. Donc, Encore mieux. Toulouse, où il y a une infirmière de coordination. Et oui. Mais Toulouse, on a tout intérêt à aller voir de ce qui se fait à droite et à gauche et à accueillir aussi des exactement. gens parce qu'on fait des bonnes choses. Moi, personnellement, j'ai eu la chance de bon, travailler à Nancy, de travailler à Montpellier et je vois que c'est très différent. Il y a toujours une richesse à aller chercher ailleurs avec des bonnes idées et puis des organisations qu'on peut implémenter facilement qui rendent service, comme vous l'avez dit, pour Parmi les l'infirmière de questions, coordination. Ouais, donc, il y a je les la vois. question de l'activité physique. Donc, l'activité Ouais. physique après le traitement d'un cancer, non seulement fait qu'on Ouais. se sent mieux, on se réinsère mieux, mais aussi peut réduire le risque de rechute dans plusieurs types de cancers. Et c'est Ouais. maintenant formellement démontré. Et Tout à fait. Je me permets, je le complète. et je vais te dire juste après la question d'un patient ou d'un proche, et comme ça d'ailleurs tu pourras répondre et compléter répondre. La Ouais. personne pose la question, comment l'activité physique agit sur la guérison, combien d'heures hebdomadaires et lesquelles Ouais. privilégier? La question que je te pose, c'est combien de temps par semaine et quelle intensité par semaine? Quels sont les mots-clés peut-être? Alors, c'est les recommandations de l'HAS qu'il faut suivre. Alors, je voudrais juste préciser quelque chose que tu as dit quand même sur l'activité physique. Elle n'est pas bénéfique que pour l'après-cancer. On croit souvent que le repos est peut-être le meilleur traitement contre la fatigue pendant, ou même avant finalement, les traitements. En réalité, l'activité physique, peut être faite avant, c'est un peu de la préhabilitation, mais, elle peut aussi être faite pendant pour celles qui peuvent, hein, bien sûr, c'est pas forcément, facile, évidemment. Mais c'est sous réserve d'une évaluation bien sûr, monitorée, mais tous les mouvements que vous pourrez faire quelque part seront bénéfiques. Ça, c'est important parce que c'est un dogme qui a changé et qui peut être accompagné comme qui peut, ne pas, forcément être accompagné. Quelqu'un de sportif peut continuer, et ça, c'est surtout ce que je voulais préciser. Alors lesquels privilégier déjà? En fait, c'est surtout ce qui vous plaît pour continuer d'adhérer et de pouvoir le faire dans ces moments difficiles parce que le cancer, vous l'avez peut-être ressenti, impacte au point de ne plus avoir envie de faire quoi que ce soit et ça, c'est quand même très, très, très puissant. Donc, je pense que ce qui vous plaît motivera d'autant plus et permettra d'avoir le petit boost qui permettra de se dire: «Ouais, je suis quand même très fatigué, mais je vais peut-être aller courir par exemple, faire du vélo, faire de la natation quand c'est possible. Il y a pas tellement d'activités physiques qui seraient, interdites d'une part et plus à privilégier d'autre part. Venir en transport en commun, c'est marcher, faire de l'activité physique. Du bricolage, c'est de l'activité physique, c'est très bien, tout ça. Donc, en soi, vous voyez, il y en a pas une qui est à privilégier que l'autre. C'est plutôt un état d'esprit de se dire: «OK, tant que je peux bouger, je bouge» parce que c'est ça qui est, vraiment bénéfique. Après pour le temps, par semaine, c'est 150 minutes.
donc d'activité modérée à intense, 3 à 5 fois par semaine, grosso modo. Oui, c'est 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 un ça peu qu'on disait. En fait, moi, c'est ça ce que je disais mmh il y a pas très longtemps. En gros, moi, je disais 2 heures par semaine d'une activité mouais, qui essouffle. Mais en fait, visiblement, il y a des travaux plus récents qui montrent que dès qu'on a une activité, on a déjà un bénéfice qui arrive. ouais, Donc, c'était ce exactement ça. dogme-là de 2 heures par semaine d'activité qui essouffle, en fait, finalement, dès qu'on commence à être actif, on a des bénéfices. Une demi-heure par C'est jour, ça. oui. par jour. Mmh On- et voilà, Dans voilà, les dès qu'on différents bouge documents et soins enfin, qu'on a pu éditer avec les spécialistes, idéalement, et on dit aux dames, dès que vous pouvez, vous allez marcher, faire le C'est tour ça. du pâté de maison, même marcher fait du bien. Si vous marchez une demi-heure tous les jours en essayant d'avoir une marche soutenue quand vous le pourrez, mais si vous n'avez pas une marche soutenue, c'est mieux d'aller marcher un peu que de ne pas marcher du tout. De toute façon, c'est toujours mieux de faire Ouais. quelque chose. Et une, on va dire, dans un monde idéal, une demi-heure par jour de marche soutenue. Après, évidemment, si vous pouvez faire d'autres choses, vous faites d'autres choses. Mais si ça peut être un but, si vous avez besoin d'un chiffre, on va dire que ça fait donc 7 fois 30 minutes, je ne sais pas. Ouais, Voilà. c'est déjà très bien. Voilà. ouais, Mais c'est ça, c'est grosso déjà très bien. modo. C'est voilà, c'est au moins 150 minutes, mais la marche, c'est bien, c'est quand même modéré à intense. Donc dans la marche, incluez peut-être des montées-descentes d'escalier, Oui, des variations comme ça de hauteur qui vont faire un peu, comme tu l'as dit, bouger un peu le cœur. Une respiration un peu plus intense, c'est ça qu'il faut aller chercher. ok. Pareil, si vous êtes Il y dans a- une maison à étage, vous pouvez monter, descendre, ou si vous êtes dans un appartement, prenez pas l'ascenseur. C'est rien que ça, c'est déjà bénéfique. Oui, c'est des petites choses En comme ça au gros, quotidien. Pardon, ouais, vas-y. c'est ça, et tout en demandant à son médecin, est-ce que cette activité-là Oui, est adaptée par rapport à la chirurgie? Bien sûr, exactement, quand on exactement. sort de la chirurgie de la laparotomie xiphopubienne, comme expliquait Grégoire, il ne faut pas reprendre tout de suite, le temps que ça cicatrise bien pour limiter les Oui, risques d'hernie importantes. Après, voilà, tout à fait. à s'adapter à chaque patiente. Il y a plusieurs questions qui tournent autour du remboursement des soins de Mmh. support de façon très générale, dont en fait psychologue, diététicienne et tout ce qui s'ensuit. Qu'est-ce que tu as comme élément de réponse? Surtout que ça bouge, en fait, on voit passer des lois qui Ouais, sont votées, pas votées, on comprend pas bien. exactement, et il y a une prise en charge possible, pendant 1 an après, le cancer. C'est un forfait, je vais vous retrouver le détail. C'est un forfait qui inclut activité physique, diététicienne et psychologue, où il est possible de privilégier l'un plus que l'autre, si vous voulez, que ça soit évolutif aussi. Donc c'est à la fois des séances, des bilans. Ça peut être un bilan et 3 séances d'activité physique, 2 séances chez le psychologue, par exemple. C'est, on peut le prescrire par le centre, mais par le médecin traitant aussi, et ce financement, il faut comprendre que c'est en gros, un partenariat fait entre le professionnel et l'ARS, si bien que c'est pas une notion de remboursement, en fait. C'est-à-dire que, Hmm. le professionnel va être payé quelque part par l'ARS, si vous voulez. Donc Et, ouais, et ça touche que les femmes qui ont des cancers du sein, non? C'est pas ça, je me trompe? non, à ma D'accord. connaissance, non. Je crois que c'est tout type de cancer, tu mets le doute là, mais Il faut que ce Alors, soit, voilà. est-ce qu'on peut choisir son il faut prestataire? Je- En Oui, fait, oui, ça c'est un psy qui est payé directement. par l'ARS. Voilà. Ouais, eh bien, je pense qu'il faut se renseigner auprès du psychologue qui doit connaître ça, ou auprès de l'ARS qui ont peut-être une liste plutôt de psychologues qui seront, partenaires quoi, en gros. On va Ouais, faire mais c'est ça. On peut plus simplifier facile. comme ça, quoi. Ok. Enfin, les trucs appui à la date. Ouais, c'est ça. Pour moi, c'est Appui le. santé, Ouais, ouais. santé, C'est par un plus ou moins réseau précise, spécifique. Ouais. Bon. Ouais. On va essayer de se renseigner pour donner l'information ensuite sur le site. Alors après, c'est C'est vrai je que pense que le mieux, c'est effectivement, c'est peut-être les ARS, les différentes ARS de la région dans laquelle vous êtes, parce que c'est, enfin, c'est zone dépendant pour le coup. Et c'est un dispositif national, mais le partenariat, est propre en fait aux acteurs locaux. Oui, on le voit quand on fait les cocons avec la caravane, en fonction des régions, il y a des zones où c'est très, où le maillage à la fois de l'activité physique et au niveau diététicien est très bien fait avec le centre. Et les Oui, dames partent avec des listes où il y a de l'accompagnement est souvent remboursé. Et puis il y a des zones, parce que ça ne va pas être le même ARS, où ce n'est pas la même chose. tout à fait, et ça me permet de faire le lien sur le Ah, versant pardon, diététique. pardon, on me dit de rappeler que ARS, c'est Agence régionale de santé. Il y en Tout a à une fait, par région. Voilà, et oui, c'est elle qui pilote, entre autres, le l'organisation des support soins, dans quoi. les régions. Voilà.
Ouais, tout à fait. Et ça me permet de faire le partenariat car il existe un réseau de diététiciennes de ville qui s'appelle Oncodiot, qui a été créé à l'initiative de diététiciennes de centres de lutte de cancéro. Ce sont des diététiciennes réparties dans toute la France qui ont fait une formation à l'oncologie, qui sont à même de pouvoir prendre en charge les patients à la fois pour traiter une dénutrition, c'est-à-dire quand on a perdu du poids, ou plutôt pour éviter la prise de poids. Vous évoquez le cancer du sein, mais ça peut être aussi dans d'autres cancers, pour avoir un suivi nutritionnel. Alors payant certes, mais surtout qui est plafonné à un tarif qui est, comment dire, concurrentiel. Parce qu'elle s'engage à voir les patientes donc à ce tarif-là, mais à être formée aussi. Donc toutes les diététiciennes de ville ne le sont pas et vous pouvez vous renseigner dans votre centre, auprès soit de l'oncologue, soit de la diététicienne que vous voyez, s'ils ont entendu parler d'Oncodiète et elles pourront vous adresser vers l'annuaire d'Oncodiète où, bah, là, je suis en train de regarder sur le site, il y a la région Nouvelle-Aquitaine, Île-de-France, Nord-Ouest et il y a vraiment un annuaire national. Donc c'est aussi un professionnel de proximité que vous pourriez, découvrir, qui est à même de pouvoir prendre en charge le versant nutritionnel, quoi. Et pour les psychologues, souvent, il y en a dans les centres, hein, alors, avec Imagine, Aussi, tout à fait. on Comme je le charge, disais, ouais, spécialement mais formé à long voilà, cours. il peut y en avoir dans les centres et là, ils sont pris en Mmh, charge. Donc n'hésitez tout à pas, fait. à demander au centre. Merci beaucoup, en tout cas pour cette super De rien. présentation. Et il y a juste une question, Aurélie, pardon, d'Amanda. Pour savoir quand est-ce que vous pouvez recourir, tout ça, c'est le médecin qui décide. Vraiment, il faut vous adresser à votre médecin et savoir quand est-ce que vous pouvez passer de la marche à la course. Vraiment, je pense que c'est de la vie Oui, médicale. il faut un certificat, ce qu'on appelle de non-contre-indication, qu'on s'assure qu'il n'y ait pas un problème médical que vous n'auriez peut-être pas vu ou ressenti, qui vous empêcherait ou qui vous mettrait en danger, en fait. C'est surtout ça qu'on veut éliminer. Ça, c'est très rare, mais c'est important de le rechercher pour se dire de manière sereine: «OK, je peux».